Savez-vous coordonner un plan de fréquence? Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons voir la coordination de fréquences. Dans un premier temps, nous allons aborder les fréquences, la définition, à quoi correspond une fréquence. Dans un second temps, nous allons voir les problèmes, quelles sont les interférences. Et dans un troisième temps, nous verrons comment les régler afin que vous puissiez coordonner votre plan de fréquence et vos fréquences, peu importe où vous vous trouvez et peu importe l'environnement. Qu'est-ce qu'une fréquence? Prenons une métaphore. L'onde va prendre un chemin qui va aller de l'émetteur vers le récepteur. La longueur d'onde qui est ici est exprimée en mètres. Ensuite, vous avez la vitesse qui est exprimée en mètres par seconde, divisée par la fréquence en hertz. La fréquence correspond à une vibration. Et pour vous donner un rapport, une mesure, 1 Hertz équivaut à une vibration par seconde. Alors je vous ai mis ici sur le tableau les différentes bandes de fréquences et plages de fréquences que l'on peut exploiter qui sont sur le marché au niveau international et européen. Mais là, sur ce tableau-là, j'ai fait un focus sur le marché européen. On va voir dans un premier temps les fréquences les plus basses qui correspondent au VHF, qui couvre de 30 MHz à 300 MHz. Cette bande-là est utilisée par tout ce qui est la radio et aussi maintenant la radio numérique terrestre. Ensuite, on arrive à la bande UHF, Ultra High Frequency, qui couvre en Europe de 470 MHz jusqu'à 694 MHz. Cette bande-là est principalement utilisée pour le marché professionnel comme les micros sans fil et aussi la TNT, donc la télévision numérique terrestre. Et on arrive à la dernière bande de fréquence qui est ici en gigahertz. Certains fabricants ont la capacité de produire des émetteurs jusqu'à 1,2 GHz. Au-dessus de 1,2 GHz, on va arriver sur tout ce qui est des modules DECT. Pour vous donner un exemple, le DECT correspond par exemple au téléphone sans fil dans les salles de conférence ou dans les bureaux. Et le 2,4 GHz est la bande de fréquence utilisée par le Wi-Fi. L'un des avantages de la bande VHF va être son coût de production, qui est beaucoup moindre que les autres bandes ici. Autre point par contre négatif, malheureusement, ça va être elle est plus assujettie aux parasites et aux interférences, donc plus fragile. Ensuite, on arrive à la bande UHF, qui est un peu l'Eldorado des bandes de fréquences, puisque le rapport signal sur bruit est l'un des meilleurs sur cette bande de fréquences-là. L'UHF est très efficace pour traverser les obstacles solides, mais elle a un coût qui est supérieur, par exemple, par rapport à la VHF et au gigahertz, au niveau de la production. La bande gigahertz sera moins bon pour transpercer tout ce qui est obstacle solide. Par contre, au niveau du coût de production sera moindre que l'UHF. Maintenant, passons aux interférences. Une fréquence unique doit être assignée à chacun de vos TX. Les interférences arrivent de différentes manières. Une interférence directe, comme vous voyez indiqué ici, correspond à 2 TX qui sont sur la même fréquence. Pour le récepteur qui va réceptionner ces 2 TX sur le même récepteur, le récepteur ne pourra pas et ne comprendra pas quelle fréquence et quel TX choisir. Et pour le coup, vous risquez d'avoir aucun son ou de grosses perturbations dues aux interférences d'avoir 2 TX sur une même fréquence. L'intermodulation, en fonction que ce soit des produits analogiques ou numériques, ne se comporte pas pareil. On va prendre d'abord l'origine, qui est l'analogique. Il faut de manière générale avoir au minimum une excursion entre 300 et 400 kHz pour être sûr de ne pas avoir de problème d'intermodulation, surtout quand vous avez des émetteurs proches les uns des autres. Donc il va falloir prendre en compte dans l'intermodulation plusieurs problématiques. La première va être la proximité des émetteurs sur une scène ou dans un lieu. L'intermodulation est très importante au niveau du 3e ordre, du 5e et du 7e ordre, puisque l'intermodulation va créer des fréquences fantômes, ce qui fait qu'il faut être sûr que quand vous avez plusieurs émetteurs en proximité, que ces fréquences-là fantômes ne soient pas utilisées
afin que vos autres émetteurs puissent être utilisés correctement. Les fréquences viennent en proximité et créent d'autres fréquences sur les côtés de chaque fréquence et qui prennent de la place alors que normalement elles sont libres. Et c'est ça ce qu'on appelle les fréquences de 3e, 5e et 7e ordre. Cette formule-là, sur le 3e ordre uniquement, permet de vous indiquer où il risque d'y avoir des interférences, donc les fréquences à ne pas utiliser pour d'autres TX quand vous en avez énormément. D'autres problèmes d'interférence vont être aussi sur l'endroit où vous vous trouvez et le pays en question où vous vous trouvez, qui sont la TNT et la 4G et la 5G. Pour vous donner un ordre d'idée, les canaux, que l'on appelle les canaux TV, en Europe, couvrent du canal 21 au canal 48, correspondant à la bande 470 à 690. Et dans ces canaux TV qui font en Europe 8 mégas de largeur, eh bien, à Paris ou à Lyon, à Marseille, il se peut que les canaux TNT utilisés soient différents pour chaque lieu. Et dans un canal TNT, vous allez avoir en fait la diffusion de tout ce qui est les chaînes télé. La TNT est beaucoup plus puissante au niveau milliwatts, kilowatts que votre émetteur Pocket ou votre micro-main. Donc, si vous mettez sur un émetteur TNT, il est très fortement probable que vous n'ayez pas du tout de portée ou que votre émetteur Pocket ne puisse pas aller jusqu'à votre récepteur. Il est très important, quand on déploie énormément de fréquences ou quand on s'en déplace, de se renseigner sur la législation du pays et la disponibilité des fréquences. Puisqu'en Europe, par exemple en France, les fréquences sont libres d'accès. Et donc, comme on dit, premier arrivé, premier servi. Si vous vous mettez sur un canal de TNT, il est très fort probable que votre Pocket ou micro-main qui ne fait que 50 milliwatts en Europe se fasse écraser par le signal de l'émetteur TNT puisqu'il sera en kilowatts. Alors, l'obstacle physique, c'est ce qu'on appelle aussi le multipath. Ça va être la complexité dans certains environnements avec des surfaces métalliques, comme par exemple des écrans LED ou des structures où l'onde de vos TX va rebondir et faire différents retours à votre récepteur. Et c'est là où les récepteurs qui sont True Diversity ou Diversity vont faire la différence pour récupérer le signal porteur avec le meilleur rapport signal sur bruit. Et bien évidemment, il y a d'autres interférences qui sont le réseau d'ordre, la vidéo forte puissance, les talkie-walkie. Il y a plein de paramètres à prendre en ligne de compte. L'important toujours, quand vous faites de la coordination et vous voulez éviter les interférences, ça va être de se renseigner un maximum sur quel type de matériel est utilisé sur place au moment où vous allez tourner. Nous arrivons maintenant à la coordination de fréquences. Je vais aborder les grandes lignes afin de vous proposer quelques solutions assez rapides et assez concises pour que vous puissiez vous projeter en configuration réelle. La première chose dans la coordination de fréquences, c'est déjà d'arriver à être mis en relation avec des associations comme la FEAC ou des régulateurs comme la NFR qui vont vous indiquer pour des événements assez complexes comme un Tour de France, comme de la Formule 1, comme les 24 heures du Mans, ce genre d'événements où il y a énormément de monde, énormément de fréquences, où vous pourrez utiliser vos fréquences et de quelle manière vous pourrez les utiliser. Si vous êtes dans des projets où vous n'avez pas accès à ce type d'association ou de régulateur, il va vous rester bien évidemment d'autres solutions. Ça va être dans un premier temps d'avoir un appareil qui fait du scan, donc un RF scanner, donc un analyseur de spectre, qui va pouvoir vous donner un état des lieux de votre bande de fréquences exploitable par rapport à vos produits. Et une fois que vous avez cette vision de l'analyseur de spectre, il ne vous restera plus qu'à utiliser un logiciel afin de pouvoir coordonner et de calculer toutes les fréquences sans qu'il n'y ait de problème d'intermodulation. Grâce à ça, vous aurez enfin le Graal qui va être votre plan de fréquence que vous pourrez déployer aussi bien sur vos récepteurs rackables et ou vos émetteurs rackables aussi pour l'émission. En plus du scanner, il existe différents logiciels qui vont vous permettre de faire une coordination de fréquences et un plan de fréquence
établi afin que vous puissiez le déployer sur toutes vos machines, aussi bien sur la partie émission que sur la partie réception. Et une fois que vous avez mis tout ça en place, il ne vous reste plus qu'à turn on tous vos appareils et c'est parti pour le show.